Dans cette deuxième partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi, à partir des années 70 ou 80, la Grande-Bretagne va mettre partiellement de côté son euroscepticisme pour accepter, au nom de son intégration et la possibilité de son intégration, de revenir sur les tensions de la PAC, des modalités de financement. Alors, 1969, c'est une date importante sur le thème qui nous intéresse. C'est le retrait politique du général de Gaulle à l'issue des événements de mai 68. C'est son retrait politique qui, quelque part, précède sa mort physique, puisqu'il mourra l'année suivante, en 1970. Mais le début des années 70, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle génération d'hommes politiques beaucoup moins souverainistes et beaucoup plus européanistes. On parle notamment de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui arrivera président de la République en 1974. L'arrivée également de Willy Brandt en tant que chancelier allemand. Et l'arrivée également au niveau de la Grande-Bretagne d'une nouvelle génération d'hommes politiques. On passe notamment à Wilson, on parle de Heath, on parle plus tard de Margaret Thatcher, même si Margaret Thatcher, plutôt européaniste au début de sa carrière, va être clairement souverainiste à partir des années 80. En 1970, troisième candidature officielle de la Grande-Bretagne, qui va cette fois-ci accepter, durant ces 3 ans de négociations avec les instances européennes, d'accepter le principe de financement de la PAC, de mettre de côté pour l'instant le ratio déséquilibré qu'elle estime entre son niveau d'investissement et de financement des instances européennes et son niveau de retour d'investissement, et qui va également accepter le principe de l'acceptation d'une union douanière et de revenir partiellement sur, et même totalement, sur les rapports avantageux qu'elle avait avec ses anciennes colonies du Commonwealth. Donc, grâce à ce travail de réforme, grâce à cette capacité de la Grande-Bretagne, entre guillemets, de mettre de l'eau dans son vin, en 1973, elle intègre officiellement la communauté européenne, la communauté économique européenne. D'ailleurs, vous avez ici une carte qui vous montre les étapes successives, ce qu'on appelle, comme dans l'OTAN, des rounds d'élargissement, des tours d'élargissement. Premier tour d'élargissement en 1950 avec les 6 pays fondateurs qui créent les premières instances européennes, qui créera d'accord la CK en 50, en 51, on l'a dit tout à l'heure. 1973, l'intégration de l'Irlande, de la Royaume-Uni et du Danemark. Et ici, vous voyez les autres rounds d'élargissement qui vont suivre celle de la Grande-Bretagne. Donc, il n'empêche que malgré cette intégration, l'euroscepticisme reste. 1979, Margaret Thatcher devient Premier ministre conservatrice. Elle impulse une nouvelle ligne néo-souverainiste, qui était la même que celle des années de 1945 à 61, on l'a dit tout à l'heure, notamment son fameux discours où elle dit « I want my money back », ce qui est d'ailleurs un des grands contentieux anglais entre les Anglais et les Européens, c'est-à-dire que les Anglais estiment qu'ils donnent trop d'argent aux instances européennes pour un retour d'investissement qui n'est pas suffisant, notamment en termes d'agriculture. Elle obtient une relative compensation en 1984, avec un accord qui signe entre la Grande-Bretagne et les instances européennes pour rééquilibrer ce ratio entre taux d'investissement et retour d'investissement. Elle accepte également de signer l'acte unique européen en 1986, c'est-à-dire officiellement un marché commun, le désarmement douanier et la fin des relations privilégiées qu'elle entretenait avec les anciennes colonies du Commonwealth. Elle accepte également de manière symbolique la fin de son droit de veto, c'est-à-dire qu'on passe en 86 d'un vote à majorité absolue à un vote à majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'un pays peut se faire imposer des directives européennes même si elle met son droit de veto, pourvu qu'il y ait une majorité qualifiée. Cette capacité de sacrifice anglais a été rendue possible par tout le travail de lobbying qui a été fait par Jacques Delors, anciennement président de la Commission européenne auprès de Margaret Thatcher, mais on voit bien que la séquence thatcherienne réouvre l'euroscepticisme anglais, puisque en 1992, au niveau du traité de Maastricht, le référendum ne donne qu'une majorité relativement peu confortable pour ceux qui veulent accepter le traité de Maastricht, c'est-à-dire que le peuple anglais montre clairement, malgré la victoire du oui, son euroscepticisme. Ça continue avec la mandature de John Major, avec la pression de l'aile gauche du Parti travailliste qui craint que le développement des instances européennes ne menace le monde ouvrier anglais, et également par la ligne droite du Parti conservateur qui estime qu'avec tout le processus de mutualisation qui continue dans les années 90, va peut-être aliéner la souveraineté anglaise, puisque 92, c'est quand même la création de la politique européenne de sécurité commune, donc la mutualisation peut-être à terme des politiques de défense et d'armement. 1997, le pacte de stabilité et de croissance qui va mutualiser le seuil d'endettement des États, et 99, le lancement
du processus qui amènera à la monnaie commune en 2002. Donc, en quelque part, les élites politiques anglaises se disent, si on continue dans ce processus de mutualisation, l'Angleterre va perdre sa souveraineté. L'Angleterre veut un processus de mutualisation limité au sectoriel, sans Europe fédérale et sans Europe supranationale. Et d'ailleurs, peut-être prémisse du Brexit en 2016, à l'issue de la guerre lancée en 2003 par George W. Bush contre l'Irak, on voit bien que l'Angleterre se désolidarise du nom des Français, des Belges, des Luxembourgeois et des Hollandais et des Allemands qui eux refusent d'aller faire la guerre lancée par les États-Unis en Irak. L'Angleterre clairement affiche sa fidélité aux Américains plutôt que la fidélité aux pays fondateurs de l'Europe.